Bonjour, vidéo numéro 20 sur le paysage. Alors, le paysage, c'est quoi au juste? Le paysage, ça va être grosso modo toutes les photos qu'on va prendre à l'extérieur, qui n'a pas d'autres caractéristiques spécifiques comme l'architecture, la photo de rue, des choses comme ça. Voilà. Donc on imagine des photos d'arbres, des photos de montagnes, des photos de champs, des photos de forêt, des photos de rues, des photos de paysages urbains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc si vous photographiez la place de la Comédie à Montpellier, ou si vous photographiez ça peut être du paysage urbain. Si vous photographiez l'Arc de Triomphe à Paris, ça serait plutôt de l'architecture. Si vous photographiez la place de la Concorde, ça va être du paysage urbain. Si vous photographiez le Champ de Mars avec la Tour Eiffel, c'est plutôt du paysage que de la photo d'architecture. Si vous photographiez Notre-Dame de Paris sur le parvis, ça va être la photo d'architecture. Vous voyez, donc c'est un peu ténu du point de vue paysage urbain et photo d'architecture. Ça dépend si ce qu'il y a au milieu de la place, c'est une fontaine, ou c'est carré, ou c'est un truc comme ça. Voilà, donc c'est très ténu. Après, quand vous êtes à la campagne, voilà, vous êtes sur le bord d'une route, vous photographiez des champs de colza avec des forêts au fond, et ainsi de suite. Ça, c'est du paysage campagnard, quoi. Voilà. Donc un bord de mer, une plage, tout ça c'est du paysage, et ainsi de suite, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Toutefois, c'est la même problématique. C'est la même problématique, tous ces trucs-là ont la même problématique et ont les mêmes solutions. Voilà. Donc, ça va être une vidéo très courte, parce que je mettrai peut-être des photos au fur et à mesure, et ainsi de suite. Je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre, donc voilà. Il n'y aura peut-être pas de photo du tout. Le domaine des focales courtes, mais sans excès. Voilà, le paysage, c'est ça, on peut dire ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des focales courtes, mais il ne faut pas exagérer non plus. Et c'est ce qui est un peu paradoxal dans le problème de l'emploi des focales et des choses comme ça, c'est que on va se dire, ah bah tiens, plus je vais avoir une focale courte, plus je vais avoir un angle de champ large, et plus je vais pouvoir faire des grands paysages. Et en fait dans la pratique, non. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pendant très longtemps, ma focale la plus courte, alors en 24-36, hein, c'est du temps de l'argentique, c'est mon troisième objectif que j'ai acheté. Mon premier objectif, j'ai acheté un 50 mm avec le boîtier, donc la focale standard qui était livrée avec. Mon deuxième objectif, c'était un zoom 100-300 parce que il me fallait de la focale, il me fallait de la distance, il me fallait tout comme ça. J'étais crétin, hein, j'avais 12 ans, hein, je n'y connaissais rien, et puis surtout, moi à l'époque, il n'y avait personne pour me conseiller, hein, je me suis démerdé tout seul. Et puis la troisième focale que j'ai achetée, c'était un 24 mm en me disant ah bah quitte à avoir un grand angle, prendre un vrai grand angle. Ouais. Alors 24 mm, donc moitié de la distance standard, hein, de la focale standard, tout ça, bah, c'était déjà bien large. C'était déjà bien large. Je ne le regrette pas, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Et après, mais longtemps après, hein, je me suis acheté un 17 mm. Et en fait, je me suis aperçu, donc 17 mm, un angle de champ de 90 degrés, ouais, 90-100 degrés, quelque chose comme ça, quoi. Horizontal, le champ horizontal. Et puis finalement, j'ai fait quelques paysages avec, et c'était totalement inintéressant. Voilà, parce que une focale trop courte va vous donner tout de suite beaucoup de sol et beaucoup de ciel. Voilà. Et donc, ça n'a pas grand intérêt quand le sol ou le ciel est inintéressant. Voilà. Alors qu'une focale un peu plus courte, du genre 35 mm, 28 mm, 24 mm, 24 mm étant déjà bien large, ça va vous permettre de faire des paysages de campagne et des choses comme ça relativement intéressants. Alors tout dépend de votre campagne. Hein. Si vous êtes dans la Beauce,
c'est-à-dire un endroit plat, voilà, un endroit totalement plat, ça va pas être terrible, hein, parce que augmenter l'angle de champ horizontalement va vous augmenter l'angle de champ verticalement. Et en vertical, on a vu qu'à part le ciel et le sol, il n'y a rien d'intéressant. Donc ça peut ne pas être intéressant. Par contre, si vous habitez des régions avec du relief, comme si vous allez vous balader dans les coteaux champenois, si vous allez vous balader en Auvergne, des choses comme ça, très bel endroit l'Auvergne. Ouais. Moi quand j'ai cherché du boulot, j'avais une vision très mécanique de la France, hein, comme un écrou hexagonal autour avec un gros trou au milieu. Et puis finalement j'ai trouvé du boulot à Clermont-Ferrand, donc j'ai passé 10 ans à Clermont-Ferrand. Et quand je suis parti là-bas, je me suis dit, mais ça va être une horreur. Et puis finalement, d'un point de vue photographique, à tout point de vue, excusez-moi, à tout point de vue, c'était pas une horreur du tout. J'ai rencontré des gens très intéressants et j'ai vu des paysages magnifiques et choses comme ça. Donc si vous allez vous balader dans la chaîne des Puys, ou choses comme ça, il y a du relief et choses comme ça. Et donc du coup, ça change le rapport des focales que l'on peut utiliser en paysage, parce que tout d'un coup, il y a une dimension verticale. Voilà. À partir du moment où vos objets, ou votre champ photographié a une dimension verticale qui réussit à remplir verticalement votre cadre, vous pouvez aller vers des focales qui vont l'élargir horizontalement. Vous voyez ce que je veux dire? L'important, c'est que vous n'obteniez pas, comme j'avais obtenu avec mon 17, voilà, j'avais un grand paysage très très large, mais le relief entre le sommet des montagnes et la plaine, c'était, si je le fais par rapport au champ que vous avez là, allez, c'était épais comme ça, quoi. Donc la partie intéressante, c'était une bande comme ça, pouf pouf. Au-dessus, il y avait du ciel, il n'y avait pas de nuages, c'était un bleu, c'était sans intérêt. Et en bas, il y avait un champ labouré. Bon, dans le champ labouré, il n'y avait rien, il n'y avait pas un tracteur, il n'y avait pas une charrue, il n'y avait pas un renard, il n'y avait rien. Inintéressant, totalement inintéressant. Si vous voulez... alors, je vérifie, enfin bon, voilà. Si vous voulez vraiment photographier de grands espaces horizontalement, très étendus horizontalement, eh bien, deux choses l'une. Soit vous n'hésitez pas à recadrer, il n'y a pas de souci, soit vous faites un panorama, alors soit vous utilisez le mode panorama de votre appareil, il y a des compacts qui ont ça, ça arrive peut-être dans les appareils photo experts, mais bon, vous mettez en mode panorama, puis vous faites tourner votre objectif, et puis ça vous enregistre le fichier comme il faut. Soit vous faites plusieurs photos, et puis vous allez les coller les unes à côté des autres dans un logiciel spécialisé, et ainsi de suite. Voilà. Donc soit vous faites du panorama, soit vous faites par plusieurs photos, des choses comme ça, soit vous recoupez votre photo, soit vous dites non, je n'ai pas les moyens techniques de faire la photo que je veux, et puis voilà, et vous dites j'aurais dû essayer avant, comprendre avant et optimiser avant, afin de pouvoir faire la photo de la Baule comme je veux, sans tout ce ciel bleu inutile, et avec une proportion raisonnable de sable fin qui ne remplissent pas les trois quarts de la photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que quand je vous dis essayer, comprendre, optimiser, il faut le faire avant. Hein. C'est pas quand vous arrivez au pied du circuit de Formule 1 que tout d'un coup, vous regardez dans vos poches en disant il est où mon super téléobjectif pour que je puisse voir quelque chose. Ça se prévoit avant. Tout se prévoit avant. Et donc du coup, dans le paysage encore plus, parce que surtout si vous faites de la photo de manière, ce genre de photo essentiellement lors des vacances et des choses comme ça, c'est pas quand vous êtes arrivé en Grèce que vous allez vous dire j'ai pas la bonne optique pour photographier le Parthénon. Vous voyez, c'est trop tard, ça se prévoit avant. Bon, donc les objectifs de focale très très courtes et donc de très grand angle de champ ne sont pas inutiles, mais ils vont être très difficiles à utiliser en paysage parce qu'il va falloir meubler le cadre en hauteur.
Voilà. Ou ne pas hésiter à recadrer. Et donc du coup, il va falloir soigner les avant-plans, et quand le sujet c'est l'arrière-plan. Voilà, il faut quand même soigner les avant-plans et choses comme ça, de façon à meubler votre cadrage en hauteur. Voilà. Alors pour les couchers de soleil, les couchers de soleil, les photos de mer et la ligne d'horizon en général. Donc on a plusieurs possibilités. Tout dépend de comment est le ciel. Dans le paysage, l'important, ça va être, enfin tout est important dans la photo, mais le ciel, comment il est, et choses comme ça. Voilà, aujourd'hui on est au mois de juin, là on doit être le 27 ou un truc comme ça. Non, on doit être le 29. Il doit faire 38 degrés aujourd'hui. Il y a un ciel bleu. Avec une très belle transparence au lointain, et le ciel est totalement inintéressant. Voilà. Faire une photo aujourd'hui dehors, aucun intérêt, en plus il fait trop chaud. Mais des fois vous n'avez pas le choix, vous êtes en vacances, c'est le moment où vous êtes sur votre ergue dans le Sahara, à Death Valley, ou un truc comme ça, au Grand Canyon, et puis voilà, bon, donc si le ciel n'est pas intéressant, ben, vous le couperez, et choses comme ça, et ça peut aider. Le soleil, il faut faire attention, avec les focales un peu longues, et choses comme ça, il y a un réel risque de brûler votre appareil photo. Parce que l'objectif fait loupe et ça se focalise et ça crée des watts et ça finit par faire fondre les supports de miroir, brûler les obturateurs et ainsi de suite. Donc il faut faire attention à ça. Du point de vue du cadrage, si on fait un coucher de soleil, hein, quand je parle de coucher de soleil, ça veut dire que le soleil va toucher la ligne d'horizon et est déjà bien rouge. Il y a moins de watts et donc il y a moins de risque de brûler et choses comme ça. Faut pas garder l'œil à l'oculaire dans les réflexes optiques trop longtemps parce que c'est pas bon du tout. On peut devenir aveugle voilà. Et donc votre coucher de soleil, bah, vous pouvez le mettre au centre. C'est un des rares sujets qu'on peut vraiment mettre pleine pastille, ou sinon vous les mettez sur un point de force, sur les lignes de tiers, ou choses comme ça. Il faut faire attention aux flards et aux choses comme ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez le soleil dans le champ, vous pouvez avoir des phénomènes optiques de réflexion multiples dans l'objectif qui vont vous créer des images du diaphragme à différents endroits. Donc ça fait des ghosts, ça fait du flard. Donc ça éclaire toutes les saloperies qui sont dans l'objectif, toutes les poussières, toutes les traces de doigts sur le filtre ou des choses comme ça les éclaire, ça vous diminue le contraste, et puis vous pouvez avoir donc ces réflexions multiples ou des choses comme ça qui vont vous créer du flard. Donc ça c'est un truc à essayer avant, hein, toujours sur votre terrain de jeu, hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Vous essayez avant pour voir si votre zoom, moi par exemple là j'ai un 18... Là, j'ai changé d'objectif, j'ai un 17-50, ou le 18-55 du kit, ainsi de suite. Regardez comment il se comporte avec le soleil à 18 mm, à 50 mm, et puis à une valeur intermédiaire. Hein. Pas besoin de faire tous les 3 degrés, hein, ça change. Si ça merde tout de suite, et ainsi de suite. Voilà. Et après, vous saurez que votre objectif supporte très bien le soleil, et ça va très bien, et vous serez très content, et vous ferez vos photos en toute confiance, ou vous saurez que votre objectif va vous faire une image du diaphragme, et donc dans ce cas-là, soit vous changez d'objectif, soit au contraire, vous composez avec ce reflet, parce que vous savez que vous allez avoir le reflet, et vous dites, si je le mets dans le tiers, ça va faire une ligne de reflet suivant la diagonale, et ça peut être pas mal, voilà. Il faut faire avec ce que l'on a aussi, hein. On ne peut pas tout avoir non plus, ça a un coût, tout ça, c'est du temps passé, et c'est de l'argent, et ainsi de suite. Le paysage, ce qui est bien, c'est qu'il y a possibilité de recadrer en format panoramique, comme je disais. Donc on peut faire des proportions de 1 à 2 à 1,25 qui passent très bien, c'est le format cinémascope. Hein, ça on l'a vu dans des trucs comme ça.
Si on commence à réduire à 1 par 3, hein, donc 3 horizontales pour 1 vertical, on commence à avoir des manques de définition. Mais on a la possibilité de faire, comme je disais, des panoramiques par assemblage. Alors c'est pareil, le panoramique par assemblage, ça peut se faire à main levée, hein, on est d'accord, mais ça demande de l'entraînement. Ça demande d'avoir essayé avant, d'avoir vérifié, de s'être aperçu des problèmes qu'on avait, et choses comme ça. Alors c'est là où le trépied et le niveau à bulles deviennent indispensables. Enfin indispensables. On peut le faire sans, mais il faut une certaine maîtrise, il faut de l'entraînement. Le trépied, pour le paysage, c'est pas mal, parce que le trépied va vous permettre de vous désolidariser de votre appareil photo, donc, et avec le niveau à bulles, vous allez pouvoir le régler finement. Alors quand je parle de niveau à bulles, je parle soit du niveau à bulles qui est intégré dans le boîtier avec les horizons artificiels, soit quelque chose que vous mettez spécifiquement dans la griffe du flash. Parce que le niveau à bulles intégré au trépied ne sert rigoureusement à rien. Voilà, ça ne sert à rien, c'est une connerie, sans nom, chose comme ça, parce qu'il n'est pas placé à l'endroit où il faut. Et en général, il est faux. Et en général, entre le niveau à bulles et l'appareil photo, il y a un système à pas de vis écrou qui se met dans l'appareil photo, avec un système en caoutchouc pour éviter de rayer et d'abîmer l'appareil photo. Et il y en a très peu de vraiment bien faits. Et donc quand vous serrez votre appareil photo, l'appareil photo, il sert plus à droite qu'à gauche, ou ainsi de suite, parce que le truc n'est pas parfaitement symétrique, pas parfaitement carré, pas comme ça, que ce soit du côté de l'appareil photo ou du côté du trépied. Donc ça fout de la merde, voilà, donc vous achetez sur eBay un petit niveau à bulles en plastique, acrylique, transparent, un niveau à 3 axes, hein, qui se glisse dans la griffe porte-flash, d'où l'intérêt d'avoir une griffe porte-flash sur un appareil. Voilà. Et ainsi, vous pourrez régler votre horizontalité comme ça, et puis éventuellement d'avant en arrière. Voilà. Ça permet de régler les deux axes. Donc on continue sur la possibilité d'assemblage de plusieurs photos. Alors, comment dire, les logiciels sont relativement simples d'accès. Hein, c'est pas si étanche que ça. Et tout repose, la qualité du résultat final repose sur la qualité des prises de vue. Voilà. Donc il faut s'arranger à la prise de vue pour que toutes les prises de vue, enfin il faut s'arranger à la prise de vue pour qu'en final toutes les photos aient la même exposition. Parce que comme on va déplacer le boîtier de gauche à droite ou de droite à gauche, on s'en fout, enfin, on va le déplacer dans un sens pour faire tout son panorama, voilà, eh bien, il faut qu'il y ait la même exposition. Et donc, forcément, si vous faites, et à partir du moment où vous allez commencer à vous investir dans ces techniques-là, peut-être ça va vous plaire, et peut-être que vous allez maîtriser les logiciels rapidement, hein, c'est pas insurmontable, et donc du coup, vous allez y prendre goût. Et si vous y prenez goût, vous allez augmenter l'angle de panotage jusqu'à faire un 360 degrés complet, voilà. Moi j'ai fait ça en argentique, hein. Je découpais les photos, je les scotchais bout à bout, et ainsi de suite, et voilà quoi. Donc j'en ai fait un. Et puis j'en ai encore 2 à monter que je n'ai toujours pas monté depuis 15 ans. Bon, enfin bref. Mais c'est toujours le problème on fait des photos pour soi ou pour les montrer. Voilà. Moi je suis content, j'ai réussi mon truc, je suis content comme ça. Donc la photo par assemblage, donc il faut faire attention, là, c'est là où le mode manuel prend toute sa valeur, parce qu'une fois qu'on a déterminé le couple vitesse-diaphragme qui va permettre d'exposer correctement la vue côté soleil et la vue côté opposé au soleil, eh bien on va faire ces photos. Et puis on va les tirer, les développer toutes identiquement dans le logiciel et ainsi de suite. Et puis après on va venir les assembler dans un autre logiciel qui va permettre de faire notre panoramique. Et donc du coup, alors pour assembler 2 photos, 3 photos, on peut le faire à main levée. Pour assembler
carrément un demi-tour 180 degrés ou un 360 degrés, là il vaut mieux faire ça sur trépied avec un niveau à bulle et ainsi de suite, parce que sinon quand vous allez raccorder les images, il y a un moment donné il va falloir enlever le ciel, enlever le sol excédentaire, et il vous restera plus rien parce que vous êtes parti en biais et que ça n'a pas fonctionné. Mais du coup, on va s'apercevoir que là, on va utiliser finalement des focales longues pour faire ces panoramiques, et non pas des focales courtes. Parce qu'à partir du moment où on maîtrise l'addition de photos, eh bien, il n'y a plus de limite. Qu'on le fasse 2 fois, 4 fois, 10 fois, il n'y a plus de limite. Et donc du coup, si vous mettez l'appareil photo en vertical, pour un cadrage vertical, et avec une focale un peu longue, sur un trépied bien d'équerre, eh bien, vous allez mettre votre cadrage comme vous voulez. Alors, excuse-moi, on revient là-dessus. Quand on fait du panoramique, on est à angle de visée 0, élévation 0, donc avec la ligne d'horizon au milieu. Si on veut faire un cadrage après, ligne d'horizon à 1 tiers et ciel 2 tiers, ou sol 2 tiers et ciel 1 tiers, on recoupe, mais on cadre au milieu. Parce que si vous changez le pointage, ça va poser des problèmes au logiciel pour recouper le truc, pour raccorder le bazar. Et donc, moi, quand je le faisais en argentique, c'est vrai que j'en ai pas fait en numérique. Tiens. Je réfléchis en même temps. Je me souviens plus si j'en ai fait en numérique ou pas. Bon, enfin bref, on s'en fout. Vous allez faire des photos comme ça à la suite, tac, 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 et vous allez faire ça. Et moi personnellement, donc, et on utilise des focales longues. Donc en 24-36, des focales de 50 à 200 mm, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, si vous faites si vous êtes sur un belvédère, voilà, il faut choisir la focale qui va permettre d'avoir la quantité de sol que l'on veut, qui est intéressante, et puis la quantité la quantité de ciel qui est intéressante. Voilà. Et puis on tourne. Voilà. Et si vous faites un 360 degrés, faites 2 tours. Voilà. Alors pourquoi je dis faites 2 tours? Tout simplement parce que vous allez doubler votre nombre d'images. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des choses qui se passent quand vous allez passer avec le soleil dans le champ. Et ça permet éventuellement, si on a 2 photos qui se chevauchent mal, d'aller chercher celle du 2e tour, ou ainsi de suite. Donc c'est une question de sécurité, parce que bon, là, si vous faites avec une focale de 80 mm, enfin 80-85 mm en format 24-36, hein, donc un 50-60 mm en format APS-C, pour faire un tour, ça va faire une vingtaine de clichés ou quelque chose comme ça. Donc vous avez déjà fait une vingtaine de clichés, en faire 42 plus pour être sûr qu'il y en a au moins 20 d'exploitables, c'est une petite sécurité. Faire 3 tours ou 4 tours n'a aucun sens. Voilà. Mais vous mettez en mode manuel, vous faites 2 tours et là vous êtes tranquille. Voilà. Alors, en paysage, des accessoires intéressants. Donc en accessoire, il y a le trépied. Je vous rassure, il y aura une vidéo complète sur le trépied, parce que c'est peut-être l'accessoire le plus difficile à acheter, et le plus complexe, pas le plus difficile à acheter, le plus complexe à acheter, qui est éventuellement étonnamment cher. Et si vous vous plantez, vous achetez quelque chose qui ne vous servira pas, qui va vous énerver parce que vous l'aurez payé de toute façon trop cher. Un truc à 2 euros qui ne sert pas est trop cher. Un truc à 100 euros qui sert beaucoup n'est pas forcément cher, mais on peut dire qu'il a coûté de l'argent, mais il n'est pas forcément cher, parce qu'il sert. Vous voyez le hiatus, voilà. Donc le trépied, le niveau à bulle, si possible, ça c'est pas mal. Ça permet de faire des cadrages posés et de bien vérifier sa géométrie et d'avoir une bonne ligne d'horizon bien horizontale, parce que c'est quand même assez désagréable. C'est-à-dire que grosso modo, vous pouvez faire des photos à
30 degrés d'inclinaison, à 45 degrés d'inclinaison, à 90 degrés d'inclinaison. Mais faire une photo avec 1 degré, 1,5 degré d'inclinaison, ça passe pas, c'est moche, c'est dégueulasse. Et de même que faire une verticale qui est à 91 degrés ou 89 degrés, c'est pas beau. Voilà. Donc, comme toujours dans la photo, si on passe à côté de la règle, il faut y aller plein pot. Mais si on est juste à côté de la limite ou de la règle, en fait, on ne l'a pas bien appliqué et ça fait moche et ça se voit tout de suite et c'est pas beau. Voilà. Donc, autre accessoire qui est utilisable en photo de paysage, le filtre polarisant. Il y aura une vidéo sur le filtre polarisant. Le filtre polarisant va vous permettre de gérer les reflets et la densité de toute lumière polarisée. Or, il se trouve que une partie de la lumière du ciel bleu est polarisée. Un ciel avec du nuage n'est pas polarisé. Et quand vous avez un beau ciel bleu, si vous avez le soleil qui donne là, eh bien, et que vous êtes là sur la Terre, voilà, et bien la lumière du soleil part comme ça, tac, et toute cette zone-là, qui est donc sur le méridien, vu par le soleil, est polarisée. La lumière qui est juste à côté du soleil n'est pas polarisée. La lumière qui est totalement à l'opposé du soleil n'est pas polarisée. Et c'est là où, moi personnellement, je ne l'utilise pas, jamais pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, Coco, si tu veux faire des beaux paysages, utilise un polarisant. Et alors effectivement, quand on utilise le polarisant, il va donner de la densité, de l'intensité lumineuse, de l'intensité colorimétrique, de la couleur. Il va saturer, il va aider à saturer la couleur du ciel. Oui, c'est vrai, c'est un fait, c'est indéniable. Quand la lumière du ciel est polarisée, le polarisant vous fait des ciels plus bleus. Mais, si vous prenez une focale trop large, vous allez avoir une proportion de ciel qui ne va pas être polarisée uniformément. Et vous allez avoir une variation de densité de couleur dans votre ciel qui, de mon point de vue, n'est pas belle. Donc, pour moi, c'est de la connerie. Je le dis parce que si je ne le dis pas, on va dire « Ah bah il n'a même pas parlé du polarisant en paysage, il est bête, voilà. » Mais utiliser le polarisant uniquement pour assombrir le ciel bleu en paysage, à mon avis, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et ça ne fonctionne pas quand on a le soleil dans le champ. Et si par contre vous avez un très très grand angle, c'est-à-dire plus de 100 degrés de champ, 100 degrés de champ, 90 degrés de champ, et que vous avez le soleil dans le champ, et bien dans le même champ, vous avez la partie du ciel qui est polarisée. Donc vous allez avoir une partie qui va être super dense, et puis l'autre partie qui va être délavée. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas beau. De toute façon, ça n'est pas beau. Bon. Mais ça peut servir. Autre chose qui peut servir, ce sont les filtres de densité neutre qui permettent de faire des poses longues, qui permettent d'allonger le temps de pose, et donc du coup d'obtenir des filets de nuages et choses comme ça. Alors, une chose que fait le filtre polarisant aussi, c'est que le filtre polarisant a une action sur la végétation, parce qu'il y a beaucoup de végétation qui ont des feuilles vernissées, des feuilles lissées, et tout ça, et le polarisant influence là-dessus. Alors quand vous photographiez un arbre qui a ce type de feuilles, les feuilles étant rangées de manière tellement aléatoirement que ça va fonctionner sur une zone et pas sur une autre, ainsi de suite. Donc en orientant votre polarisant, vous allez pouvoir faire varier la densité du vert au niveau de votre arbre. Si vous photographiez de haut un rhododendron, ça va agir aussi pareil de manière moins uniforme. Donc à voir, à essayer. Mais par exemple, le filtre polarisant est très 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 intéressant quand vous allez vouloir photographier le reflet d'une montagne dans un lac de montagne, par exemple. Parce que votre lac de montagne, où il n'y a pas une ride, où il n'y a pas un pet de vent, où il n'y a rien, il se comporte comme un miroir. Mais la lumière qu'il reflète est polarisée. Donc vous vissez votre polarisant dessus, vous vous mettez sur trépied,
Et puis vous vissez votre polarisant, puis vous tournez, et vous allez voir qu'il y a une position où vous allez enlever le reflet, et puis il y a une position où vous allez très bien voir le reflet. Et bien vous allez vous mettre dans la position où vous allez très bien voir le reflet, et vous allez vous apercevoir que, entre guillemets, comme par magie, votre exposition du reflet va s'équilibrer avec l'exposition du sujet de la montagne, tout simplement parce que le filtre polarisant, on verra sur la vidéo sur le filtre polarisant, vous enlève la moitié de la lumière. Il vous enlève la moitié de la lumière parce qu'il laisse passer la lumière polarisée dans une direction, mais il empêche la lumière polarisée dans une autre direction de passer. Et donc cette lumière-là, elle est coupée. Elle est coupée sur la montagne du fond de votre photo, mais cette lumière-là, elle a été déjà coupée dans le reflet sur votre lac de montagne. Donc le reflet sur le lac de montagne, c'est quand il passe à travers quand la lumière vient vers votre objectif, c'est déjà de la lumière polarisée. Et vous orientez simplement le filtre polarisant pour laisser passer cette lumière-là. Donc elle n'est pas affectée d'une quelconque réduction d'exposition. La lumière va passer sans être modifiée. Par contre, toute la lumière environnante qui, elle, n'est pas polarisée, va être affectée par le polarisant qui va polariser la lumière, qui va en enlever grosso modo la moitié, et ainsi vous obtiendrez des reflets de lac de montagne. Alors c'est des reflets sur toute l'étendue d'eau. Hein. Le polarisant marche sur tout ce qui est non métallique. Hein. Un reflet sur du métal, ça ne marche pas. Mais un reflet non métallique, une peinture, une vitre, de la flotte, de l'eau, tout ça, ça fonctionne impeccable. Et avec votre polarisant, vous allez pouvoir gérer l'intensité du reflet et aussi, de facto, l'intensité du reflet par rapport à la lumière ambiante du reste du sujet. C'est pour ça que le filtre polarisant est intéressant quand même d'en avoir un d'une façon générale. Et pour le paysage en particulier, et la photo d'objet aussi, on verra ça plus tard. Le filtre de densité de vous permet des temps de pause longs pour faire des filets de cascades, des filets de nuages et des choses comme ça, voilà. Et si vous faites du noir et blanc natif, hein, donc du noir et blanc natif, c'est du noir et blanc en argentique avec une pellicule noir et blanc, ou du noir et blanc avec un appareil photo très cher qu'on appelle un appareil photo numérique noir et blanc, comme le Leica monochrome, ou comme les rares Kodak DCS monochrome. Donc si vous faites de la photo avec un appareil photo monochrome, eh bien là il faut sortir les filtres jaune pour assombrir le ciel, ou vert pour éclairer la végétation, et ainsi de suite. Voilà, donc une vidéo très courte sur le paysage, parce que là, il n'y a pas d'autre façon que d'essayer pour voir ce qui vous plaît, et choses comme ça, mais il faut essayer avant d'aller à l'autre bout du monde pour faire son paysage. Alors il y a plein d'endroits où essayer les photos de plage et choses comme ça, si vous n'êtes pas loin de Paris, si vous, je veux dire, il suffit de regarder une carte de France pour s'apercevoir qu'il y a des lacs partout, il y a des plages partout, il y a des cimetières partout, il y a des montagnes partout, et ainsi de suite. Hein. Vous avez le droit aussi d'étendre un peu votre terrain de jeu à 1 heure de bagnole, 2 heures de bagnole, ou ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est quand même un peu con de payer 5 ou 6 000 euros pour aller à Bora Bora, et puis s'apercevoir qu'on n'a pas révisé avant, et on ne sait pas comment photographier son lagon, alors que vous avez le lac à Gif-sur-Yvette, où vous avez un étang à Vers-sur-Marne, où vous pouvez quasiment aller avec votre passe Navigo. Hein. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, soyez éco hein, pour essayer, comprendre et optimiser. Et faites des images. Au revoir.